Bonjour et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons reparler de ce qui s'est passé à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres le samedi 25 mars. Lors du rassemblement, vous vous en souvenez, autour de l'une des méga-bassines en chantier dans cette commune et de la façon dont ce rassemblement a été réprimé par les forces de police, des conséquences et des suites de cette affaire. On en parle avec vous, Benoît Biteau. Bonjour, merci d'être autour de ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, député européen des Verts et je rappelle aussi que vous êtes paysan, agronome et que vous avez été conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine et que donc Sainte-Soline, c'est votre région en plus. C'est une région que vous connaissez bien. Et on a avec nous en direct de Paris, Marie-Christine Vergiat, qui est la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Marie-Christine Vergiat. Vous êtes à Paris, vous êtes en direct avec nous. Vous intervenez les uns les autres quand vous venez. Merci aussi à vous d'être sur ce plateau. Le 25 mars, je le disais, Benoît Biteau, vous étiez au rassemblement de Sainte-Soline. Vous avez commenté à plusieurs reprises ce qui s'est passé ce jour-là. Rappelons peut-être en deux mots les raisons de ce rassemblement. Un gigantesque réservoir d'eau retenu pour l'agriculture intensive, tout simplement, qui prive les usagers d'une ressource publique. L'eau, rappelons-le une fois encore, est un bien public dans notre pays. Et ça s'est mal passé. J'allais dire, qu'est-ce qui vous en reste de très important? On parlera tout à l'heure aussi, et avec Marie-Christine Vergiat, du côté changement, changement de rapport entre tout ce qui est le monde politique, le monde des militants, le monde des associations et l'État, ses forces de police, y compris ses forces de justice. Je suis pas sûr de l'avoir dit, mais Marie-Christine Vergiat est une ancienne députée européenne également. Excusez-moi, Marie-Christine, si je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui? Comment? Parce que tout ça, vous avez travaillé sur cet épisode que vous avez vécu. Qu'est-ce qui vous reste d'important à communiquer aujourd'hui, j'allais dire? Alors pour compléter, moi j'étais aussi vice-président de la région Poitou-Charentes à l'époque où on travaillait déjà sur ce qu'on appelle des règlements d'intervention pour essayer de préfigurer ou d'organiser la façon dont on pouvait engager de l'argent public sur ces grands réservoirs de stockage de l'eau qu'on appelle des méga-bassines. Donc le chemin à suivre, on le connaît. Et ce qui me reste de cette situation, c'est que la responsabilité de l'État est colossale dans la putréfaction de ce sujet. C'est-à-dire qu'en vérité, on sait comment on doit construire une bonne gestion de l'eau. Ce qui se fait à Sainte-Soline, ce qui se fait sur le Marais Poitevin au travers de ce projet des 16 bassines, n'est pas conforme avec ce que nous disent les scientifiques, avec ce que nous disent les tribunaux qui ont jugé les recours déposés par les associations de protection de la nature, et n'est pas conforme, et c'est très important l'acceptation citoyenne et sociétale sur des projets comme ça, n'est pas conforme avec ce que demandent la société et les citoyens sur ce territoire-là. Beaucoup d'argent public pour mobiliser une ressource qui s'appelle un commun, c'est dans la loi, c'est dans la directive cadre européenne sur l'eau, c'est dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Et par ces procédés de méga-bassines, on privatise, on s'accapare l'eau pour une minorité d'agriculteurs, et ça c'est fondamental. Quand j'entends des ministres de l'Agriculture, quand j'entends le président de la République, quand j'entends la Première ministre, ou même le président de ma région dire « il n'y a pas d'agriculture sans irrigation », c'est absolument insultant, absolument méprisant pour les 94% d'agriculteurs qui n'ont pas accès à l'eau. C'est-à-dire que ces méga-bassines, qui mobilisent beaucoup d'argent public, ne s'adressent qu'à 6% des agriculteurs. Et quand on regarde, quand on fait la typologie de ces 6% d'agriculteurs, on se rend compte qu'ils appartiennent à ces 20% d'agriculteurs qui collectent les 80% de l'enveloppe publique de la politique agricole commune. Donc c'est déjà des gens qui se sont engraissés avec l'argent public de la PAC, qui continuent de s'engraisser avec l'argent public d'investissement sur ces méga-bassines, pour surtout ne pas les accompagner dans les changements de pratiques, dans la bifurcation et dans un modèle agricole qui doit absolument se réinventer. Donc c'est normal que l'acceptation sociétale ne soit pas là au rendez-vous. Et ce que je me rappelle, moi, de Sainte-Soline, c'est que les 30 000 personnes qui étaient là sont des personnes qui se sont documentées, qui sont cultivées, qui sont informées sur ce sujet-là, qui ont écouté les scientifiques, qui leur expliquent à quel point cette stratégie basée sur les méga-bassines n'est pas la bonne. Et qui donc viennent en famille. Moi, j'ai vu des parents avec leurs gamins en poussette. J'ai vu des grands-parents qui accompagnaient leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai vu des fanfares très bon enfant.
30 000 personnes qui étaient là dans un objectif extrêmement pacifique et qui, dès qu'ils ont été à portée de tir, j'ai envie de dire, se sont fait canarder au rythme d'une grenade toutes les 2 secondes, avec même l'escadron de quad qui a repoussé les manifestants qui souhaitaient s'éloigner de ce tir de grenade, qui les a remis dans le champ de tir des forces de l'ordre. Enfin, c'est criminel ce qui s'est passé, c'était un piège. Alors peut-être on aurait dû chercher à ne pas tomber dedans. Toujours est-il que ce piège est absolument choquant. Moi, psychologiquement, je reconnais avoir été extrêmement perturbé par ce que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai vu des jeunes qui étaient sévèrement blessés, très sévèrement blessés. Et c'était pas des gens qui étaient habillés en noir. C'était des gens qui étaient là juste pour réclamer qu'on protège un commun qui s'appelle l'eau et qui le réclament par les recours possibles que nous propose la justice, par l'expertise des scientifiques, et qui, malgré ça, voient cet État qui avance au rouleau compresseur. Et donc, et d'ailleurs, je vais finir là-dessus, beaucoup d'élus nous disent « Mais qu'est-ce que vous foutiez, vous là, des élus, sur un rassemblement qui était interdit ?» Alors déjà, dans la République, une manifestation interdite, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Mais en plus, non seulement je dis qu'on était à notre place, mais tous les élus qui sont attachés à la démocratie, qui sont attachés à l'état de droit, quand on a épuisé tous les recours que nous proposent les juridictions nationales et européennes, quand on a la communauté scientifique qui nous dit c'est n'importe quoi ce qu'on fait avec ces méga-bassines, c'est le devoir des élus qui sont les garants de l'intérêt commun, qui sont les garants des politiques publiques qui servent l'intérêt commun, d'être avec ces citoyens. Ce qui est incohérent, c'est qu'on soit si peu d'élus à soutenir ces citoyens. Donc c'était la place de tous les élus qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit que d'être à Sainte-Soline. Marc-Guessine Vergiat, la Ligue des droits de l'homme dont vous êtes la vice-présidente était aussi présente à Sainte-Soline. Je les ai vus. Qu'est-ce qui vous en reste? Même question, qu'est-ce qui vous en reste maintenant? Précision. Oui, ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme qui était présente, mais ces observateurs. Les observateurs. Ces observateurs qui sont des observateurs de la Ligue, mais aussi d'autres organisations. Et qui sont des observatoires régionaux, on va dire. Et on avait mobilisé plusieurs observatoires pour aller voir ce qui se passait. Bien mal nous en a pris d'ailleurs, parce que c'est à cause de ça que nous sommes attaqués tous azimuts par le gouvernement dans des conditions qui sont assez inadmissibles. Mais je vais revenir quand même sur Sainte-Soline. Les moyens déployés pour maintenir l'ordre dans cette manifestation sont assez... j'ai même plus de mots là. Hein. C'est de la démesure totale. Et peut-être faut-il rappeler qu'il n'y avait pas d'installation à défendre. C'était encore un trou dans la terre et il n'y avait absolument rien. Un trou vide. Ouais. Un trou dans lequel il n'y avait absolument rien. Donc, qu'est-ce que sont venus faire les forces de l'ordre en plus, ils font du maintien de l'ordre préventif de plus en plus. Donc, ils agressent les militants avant même qu'il se soit passé quelque chose. Et on a vu notamment dans une émission télévisuelle très bien faite sur ces questions-là, qu'il y avait même un responsable des forces de l'ordre qui hurlait parce que les forces de l'ordre tiraient sur le mauvais cortège. C'est ça. D'abord, le fait qu'il y ait des bons et des mauvais cortèges, c'est déjà assez hallucinant. Mais le fait qu'ils se trompent de cortège est encore plus hallucinant. Mais donc nous étions sur place, nous avons fait le constat nos observateurs ont fait le constat qu'il y avait effectivement des grenades non autorisées sur place et surtout étaient à proximité d'une des personnes les plus grièvement blessées, puisque c'est celle qui est toujours dans le coma aujourd'hui. Donc nos observateurs ont fait un enregistrement à ce moment-là, enregistrement que nous avons dû publier rapidement, ce qui n'était pas notre intention au départ, parce que les déclarations de nos observateurs étaient mises en cause. Et donc cet enregistrement démontre qu'il y a vraiment eu un problème
entre les forces de l'ordre et l'arrivée des secours, malgré les dénégations qui ont été faites après. Et nous avons bientôt un rapport qui sera publié par nos observateurs pour décrire ce qu'ils ont vu sur place et qui prendra sa part dans toute l'enquête qui est faite sur ce sujet. Je précise une dernière chose, c'est qu'en matière d'observation, nous respectons le droit international, parce qu'il y a une législation internationale sur les observateurs et que notre rôle a été reconnu par le Conseil d'État. Donc, je pense que nous avons quelques garanties par rapport à notre façon de faire les choses. On se rend bien compte, à vous écouter tous les deux, je cherchais le mot tout à l'heure, qu'il y a un point de rupture entre l'État et ses forces de police, bien sûr, et les citoyens, tout simplement. Les citoyens qui veulent dire quelque chose à un moment donné, qui veulent se réunir, manifester, etc. Et c'est ce qui fait sans doute qu'on parle tellement aujourd'hui de Sainte-Soline, parce que des manifestations, il y en a eu d'autres, des manifestations sur des projets en dehors des villes, etc., et à l'intérieur des villes, il y en a eu d'autres. Elles sont aujourd'hui très durement aussi réprimées en ville, bien sûr. Mais là, on est avec Sainte-Soline dans un événement un peu symbolique, un peu symptomatique de ce point de rupture dont tout le monde vous parle quand même aujourd'hui. C'est-à-dire que là, juste une confidence, j'étais il y a quelques minutes dans le village de Mutterscholz où le président de la République a fait sa première visite en Alsace après son discours de lundi. Puis petit village tranquille. Je veux dire, le village est complètement occupé par la gendarmerie, par les gendarmes. Les militants, les quelques militants sont tenus à l'écart, sont repoussés, etc. Et les gens du village, ce sont tous des gens du coin, disent mais on ne vit plus chez nous. Enfin, il y a un phénomène que les gens comprennent, même s'ils ne sont pas des militants ou des élus, etc., ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce pays à l'heure actuelle. Et c'est ce point peut-être un peu de rupture qu'a manifesté Sainte-Soline, parce qu'il y a eu un climat de sympathie envers Sainte-Soline, des gens en France, et de toutes les associations, des partis politiques. International même. C'est ça, alors oui, c'est ça. On avait des gens qui venaient du monde entier, du continent américain, du continent européen, du continent asiatique. Il y avait des gens du monde entier. Moi, je reviens quand même sur ce qui a été dit. Sur le fait que les forces, les secours ont été empêchés. C'est quelque chose d'assez symptomatique quand même. Déjà sur les forces de l'ordre qui tirent sur le mauvais cortège, le fameux mauvais cortège sur lequel il ne fallait pas tirer, c'est celui où il y avait une majorité d'élus. Donc c'était quand même le cortège où j'étais et où de nombreux élus étaient là. Et c'est dans ce cortège-là où on a vu effectivement très vite de nombreux blessés très graves. Ce que nous avons fait, parce que c'était le cortège où il y avait des élus, j'ai organisé la mobilisation des élus qui avaient le signe distinctif de la République, une écharpe qui montrait qu'ils étaient élus, pour faire un cordon de sécurité pour protéger les blessés graves qu'on avait installés sur une infirmerie de fortune, sur le bord d'une petite route qui permettait aux secours, parce que c'était une petite route goudronnée, de pouvoir avoir accès très vite à ces blessés. Et à ce moment, au moment où on forme ce cordon de sécurité pour montrer, là c'est une zone qu'on doit absolument protéger parce que derrière on a des blessés très graves. On s'est fait charger par les squadrons de quad, dont je parlais tout à l'heure, qui ont repoussé la foule dans la zone de tir, mais qui ont également tiré sur les élus avec des grenades, avec des lacrymogènes, pour les disperser, alors qu'on était là en protection des blessés. Et on a dû quitter cette zone, qui était parfaitement irrespirable. Moi, j'étais pendant 10 minutes en grave détresse respiratoire à cause de ça. Et on a dû laisser des blessés graves dans cette atmosphère parfaitement irrespirable pendant une bonne dizaine de minutes, le temps que les gaz se dispersent. Donc on a rajouté de la difficulté à des gens qui étaient gravement en difficulté. Et il a fallu que Marine Tondelier appelle le cabinet de la Première ministre pour que les secours arrivent. Et je vous donne juste un indice qui doit nous interpeller. C'est que, alors que nous étions sur le département des Deux-Sèvres, le premier camion d'urgence qui est arrivé sur le site où on avait des blessés graves venait du département voisin. Donc le rôle qu'a pu jouer la préfète là-dedans, je ne le connais pas, mais je suis très inquiet sur tout ça. Et ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Le second point est sur l'État. L'État annonce, suite à Sainte-Soline, je ne sais pas si vous voulez en parler, monsieur Regivier, mais annonce la volonté de disperser et de dissoudre les soulèvements de la terre.
Quelle indécence, quel cynisme même. Parce que dans le mois qui a précédé le rassemblement de ces citoyens à Sainte-Soline, ceux qui ont organisé des réunions publiques pour tenter de restaurer le dialogue entre les anti et les pros, parce que c'est comme ça que les médias veulent nous présenter, veulent caricaturer des pros et des anti-bassines. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la vérité, c'est que moi, je ne connais pas de personnes fondamentalement contre l'irrigation et contre les bassines. Les gens qui s'opposent à la construction de bassines comme celle de Sainte-Soline sont des gens qui ne veulent pas qu'elles se fassent de la manière dont elles se font, parce qu'on est sur de l'accaparement de l'eau, parce que les règles du partage de l'eau ne sont pas respectées. Mais ceux qui ont organisé le début de tentatives de discussion, de consultation, de concertation, voire de médiation entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, c'est précisément ce que le gouvernement veut tenter de dissoudre. C'est absolument incroyable qu'ils veulent dissoudre ceux qui sont en train de faire ce que l'État n'a pas fait, les sujets sur lesquels l'État est parfaitement défaillant. Donc on voit bien à quel point ils sont hors sol. Moi, je ne trouve pas d'autres mots. Ils sont hors sol et en plus, ils sont violents. Si je peux me permettre d'intervenir... Allez-y, oui, Marie-Christine Lafayette. On constate de plus en plus des atteintes à la liberté associative. Le premier grand pas, même si on pouvait en avoir avant, c'est la loi sur les principes républicains, avec l'obligation pour les associations qui reçoivent des subventions de signer un contrat d'engagement républicain qui, d'une certaine façon, les met dans la main des pouvoirs publics. Les associations, c'est pas fait pour ça. C'est pas pour répondre aux demandes des pouvoirs publics. Les associations, elles sont faites pour répondre aux demandes d'intérêt général. Elles se placent sur le terrain de l'intérêt général qui n'appartient pas qu'à l'État. Or, dans le monde d'aujourd'hui, on a l'impression, et ça a été dit d'ailleurs, que l'intérêt général, c'est l'État. Donc non, l'intérêt général, c'est la contribution des citoyens organisés dans les associations, des organisations syndicales, des élus. Il n'y a pas que l'État et surtout pas que le gouvernement qui participe à la définition de l'intérêt général. Et par rapport à la question générale sur le maintien de l'ordre, il faudrait peut-être rappeler que les forces de l'ordre, normalement, sont là pour défendre le droit de manifester et les manifestants. Or, aujourd'hui, on est dans une inversion totale qui est digne de dérives autoritaires graves et que d'habitude, on ne constate que dans les régimes autoritaires, où les forces de l'ordre sont là pour, j'allais dire, tenir en laisse les manifestants et les obliger à circuler. J'étais à la dernière manifestation la semaine dernière, à Paris sur la question des retraites. Il y avait un nombre de CRS casqués qui étaient hallucinants et qui ont coupé le cortège en 3 morceaux. Pour dire, mais de quoi je me mêle? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où on n'a pas besoin d'être encadré en permanence par des forces de l'ordre qui sont prêtes à tirer, ce qui a été le cas d'ailleurs. On s'est pris une grenade de gaz lacrymogène à 1 mètre de notre stand et il ne se passait rien, quoi. Donc c'est eux qui créent le désordre. Ils sont là pour le maintien de l'ordre et ils créent le désordre. Et là-dessus, moi j'ai une anecdote intéressante. On connaît tous la façon dont la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, manifeste, avec souvent du lisier, du fumier pendu devant les bâtiments publics, les préfectures par exemple, ils aiment bien. Systématiquement, quand on a une manifestation de la FNSEA, ils sont escortés par les forces de l'ordre. C'est-à-dire que c'est les forces de l'ordre qui escortent les convois de tracteurs où il y a des tonnes à lisier, des épandeurs à fumier qui vont finir devant des bâtiments publics. Et là, à Sainte-Soline, la Confédération paysanne avait souhaité faire converger 70 tracteurs qui venaient d'un peu partout en France sur le site sur lequel on devait se rassembler, qui était un site de rassemblement qui n'était pas parmi les communes interdites de rassemblement dans l'arrêté préfectoral. Et les forces de l'ordre ont tout mis en œuvre pour non pas escorter ce cortège de tracteurs, comme ils l'auraient fait si ça avait été un cortège de la FNSEA,
mais pour empêcher ces tracteurs de pouvoir d'abord se constituer en cortège et ensuite rejoindre le point de rassemblement qui était prévu. Donc on voit bien qu'il y a quand même deux poids, deux mesures dans la façon de effectivement conduire l'ordre dans ce pays. Alors, vous êtes tous les deux députés européens. J'ai oublié de dire que c'était la Confédération paysanne, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais La Confédération paysanne. c'était la Confédération paysanne qui avait organisé ce cortège de tracteurs. Je l'ai été, Jean-Jacques, mais je ne le suis plus. Oui, bien sûr. Non, mais vous l'avez été, vous l'êtes puisque vous avez été à un moment donné. Mais on l'a dit ça tout à l'heure que vous étiez dans la précédente mandature du Parlement européen, pardon. Vous disiez tout à l'heure, Benoît Biteau, on en a parlé parce qu'il y avait des représentants étrangers qui sont venus à Sainte-Soline. J'imagine que vous en parlez également avec vos collègues députés ici au Parlement européen qui viennent de tous les pays et bien sûr de l'UE. Qu'est-ce qu'ils en disent? Quel regard ils portent sur ce dont on est en train de parler là en ce moment? Et je vous poserai la même question tout à l'heure, Marie-Christine, puisque vous aussi, vous devez avoir des retours qui viennent de l'étranger. Le choix qui a été fait à la fois par ce gouvernement de vouloir effectivement en découdre avec les gens qui manifestaient à Sainte-Soline et desquels il ressort, manifestation de laquelle il ressort des images extrêmement violentes, extrêmement perturbantes, fait que le regard étranger est extrêmement critique sur la façon effectivement dont ce gouvernement applique des méthodes de je ne sais pas comment on peut dire, de respect, de respect de l'humain, de respect des droits de l'homme à plusieurs endroits. Absolument. Et donc, ils appellent ça du maintien de l'ordre. Moi, je trouve que c'est pas du tout du maintien de l'ordre, c'est même eux qui créent le désordre. Ça s'appelle de la répression policière. Voilà. Et je pense qu'il faut c'est là où je voulais en venir, c'est que le mot qui revient, c'est qu'on assiste à une dérive autoritaire en France de ce gouvernement qui conduit effectivement à des maltraitances policières, à des violences policières. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire le mot. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à Sainte-Soline. Et quand je regarde les médias, mais j'écoute aussi mes collègues élus qui viennent d'autres pays, c'est d'abord de l'inquiétude qui s'installe parce que cette France qui est présentée comme le pays des droits de l'homme est en train de dériver dans un comportement autoritaire. Avant de vous en... Dans les bagarres, les insultes que nous recevons actuellement, puisque nous avons été mis en cause pour nos actions par le ministre de l'Intérieur et pire encore par la Première ministre, il y a le fait qu'on ne défendrait, pardon, je recommence, je rembobine. On mettrait en cause les violences faites par les policiers et pas celles par les manifestants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'état de droit. On est une association qui défend l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme. Quand un manifestant est violent, il est réprimé et il y a suffisamment de forces de l'ordre pour arrêter le manifestant en question. Par contre, quand il s'agit de violences policières, non que nous utilisons et qui nous vaut des attaques parce que nous utilisons ce terme, ça n'est pas la même chose. Les forces de l'ordre, elles sont là pour encadrer les choses et pour... elles ont pour cela ce qu'on appelle l'usage légitime de la force. Donc cet usage légitime de la force répond à un certain nombre de règles qui sont notamment le principe de nécessité et le principe de proportionnalité. La nécessité n'était pas là, elle n'est pas là la plupart du temps, et la proportionnalité non plus. Et c'est ce qui fait que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, par le Conseil de l'Europe et notamment par sa commissaire aux droits de l'homme et par un certain nombre de rapporteurs de l'ONU. Et nous travaillons avec d'autres associations au niveau international pour que les choses soient mieux respectées. Il suffit d'ailleurs de faire des comparaisons avec nos pays voisins. Je ne parle pas de la Pologne et de la Hongrie, mais tous nos pays voisins ne se comportent pas de cette façon, n'ont pas la même façon
de faire de du maintien de concevoir, l'ordre, à voilà, commencer par les Allemands ou les bien sûr. Britanniques qui connaissent aussi des, des manifestations, des manifestants qui peuvent être violents et qui réagissent pas du tout de la même façon. Pour compléter ce que vous dites, Marie-Christine Vergiat, rappelons que la commissaire aux droits de l'homme, on voit ici le Conseil d'Europe, c'est juste ici, la commissaire aux droits de l'homme a mis en garde la France dans le cadre d'une manifestation qui se déroule maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, contre la réforme des retraites. Elle a mis en garde la France pour les violences exercées par la police contre les citoyens et les manifestants. Il faut qu'on se le dise parce que tout le monde est dans son pays et on ne voit pas tellement ce qui se passe à l'extérieur. Heureusement, grâce à vous, on en parle. Mais la France est à l'heure actuelle montrée du doigt quand même en Europe. J'allais dire... mais dans le monde, et dans le monde, oui. Michel Forst, qui est le rapporteur à l'ONU spécial sur la maltraitance, les agressions faites aux militants écologistes, a fait un rapport très critique sur la façon dont se comportent les forces de l'ordre en France par rapport notamment à Sainte-Soline, mais pas seulement. Donc on a également une répression injustifiée à l'endroit des militants écologistes qui réclament qu'on préserve la biodiversité, le climat, notre santé. Enfin, c'est quand même des militants qui ont parlé d'intérêt commun tout à l'heure, s'engagent dans la défense de l'intérêt commun et ils sont réprimés, voire menacés, et à défaut d'être parfois, enfin sans être parfois maltraités, et pourtant à Sainte-Soline ils l'ont été, ne sont pas protégés. On voit le cas de Paul François, où une agression peut avoir lieu sur son lieu de travail, à son domicile, et rien ne se passe. Et c'est la fameuse cellule Déméter. Encore une fois, on a une cellule Déméter qui a été créée pour protéger les agriculteurs qui peuvent être victimes d'intrusions dans leur lieu de travail. Et quand nous, les écologistes, on demande la protection de la cellule Déméter parce qu'on est aussi victime d'agressions de personnes qui veulent faire taire les écologistes, on nous répond mais la cellule Déméter, c'est pas pour vous. Vous êtes écologiste. Donc c'est quoi cette façon de gérer la protection des citoyens à géométrie variable? Parce que c'est ça qu'on est en train de constater. Bien sûr. Dans la suite... On peut rappeler d'ailleurs à ce propos et dans la prolongation de ça que le contrôle des frontières intérieures, puisqu'on est au Parlement européen et que la liberté de circulation est quelque chose d'essentiel, que le contrôle aux frontières intérieures de la France, notamment avec l'Italie et l'Espagne, a été rétabli en France et est toujours reconduit depuis, par période de 6 mois, à l'occasion de la COP21. Et qu'au moment des premières lois sur l'état d'urgence en 2015, les militants écologistes ont payé le prix fort des nouvelles politiques du gouvernement et c'est assez hallucinant. On voit des choses qui sont tout à fait insupportables dans la façon de faire du gouvernement vis-à-vis du respect de la société civile. C'est ça. La question, ça va être la dernière parce que nous sommes limités dans le temps, qui découle de ce que vous dites l'une et l'autre. Comment entrevoyez-vous la suite du militantisme aujourd'hui, que ce soit le militantisme pour les droits de l'homme ou que ce soit le militantisme pour l'environnement, dans des conditions qui sont celles qu'on a là aujourd'hui, tout de suite en ce moment en France? Benoît Biteau. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut plus qu'on soit les otages, j'appelle ça comme ça, les otages de ces scènes de violence qui sont instrumentalisées par l'État, parce que la violence à Sainte-Soline a été complètement préparée par l'État. D'ailleurs, M. Darmanin avait dit la veille du rassemblement qu'on allait assister à des scènes violentes et des images insoutenables. Donc il avait annoncé la couleur. Alors peut-être on aurait dû entendre le message et anticiper. On peut essayer de faire l'introspection de notre façon de militer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit plus être pris en otage, parce que moi je pense qu'on a été pris en otage de ces scènes de violence. Et donc il faut qu'on essaie de réinventer des moyens d'action qui soient probablement différents. Et moi, parce que beaucoup de combats ont été gagnés comme ça, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise des moyens d'action qui font référence à la désobéissance civile.
Parce que l'état de nécessité est là, sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé, sur l'accaparement de communs, comme l'eau dans ces méga-bassines. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on doit essayer d'être créatif. Et les soulèvements de la Terre ont cette qualité-là. Ils sont d'une créativité surprenante, incroyable. C'est une rencontre formidable, les militants des citoyens de la Terre. Et je pense que dans cette créativité-là dont ils font preuve, il faut qu'on invente des moyens qui font référence à la désobéissance civile pour continuer de conduire les luttes qui font référence aux luttes écologiques sans forcément être pris en otage de ces scènes de violence qu'instrumentalise ce gouvernement. Même question pour vous, Marie-Christine Vergiat, en tant que défenseuse des droits de l'homme. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une phrase qui a été peu reprise. Le lendemain, M. Macron était en déplacement, je ne sais plus où, dans les Alpes. Il a osé dire qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient parties en guerre à Sainte-Soline. Enfin, les mots n'ont plus de sens. C'est ça. Vraiment plus de sens. Concernant la liberté associative, nous, on est très inquiets. Mon collègue député, si je puis dire des choses comme ça, faisait référence au principe de désobéissance civile. Je voudrais rappeler qu'il y a une affaire en cours à Poitiers, par laquelle la maire de Poitiers a été sommée de retirer ses subventions à une association, Alternativa pour ne pas la nommer, encore une association écologiste d'ailleurs, parce qu'elle osait organiser des ateliers de désobéissance civile. Donc, il y a quand même des choses un peu hallucinantes qui se passent. La question des dissolutions et de la façon dont elles se passent pose aussi problème. Nous, on n'est pas contre les dissolutions, mais encore faut-il qu'elles se fassent dans des conditions qui se réfèrent à la situation, à une situation de dangerosité, je dirais. Et à ce moment-là, ça doit être une dissolution judiciaire. Or, en ce moment, qu'est-ce qui se développe? Des dissolutions administratives. C'est-à-dire que c'est le bon vouloir du ministre de l'Intérieur qui met en cause telle ou telle personne, qui organise d'ailleurs la mise en cause de telle ou telle association et qui laisse l'opinion publique un peu couate par rapport à ça. Et je pense par ailleurs que l'attaque en règle, si je puis dire, que vient de subir la Ligue des droits de l'homme, est aussi très symbolique de ça. On est un peu des empêcheurs de tourner en rond de ce point de vue. On est tout le temps en train de mettre en cause l'État dès qu'il dérape. On mène des actions en justice, on fait des campagnes, notamment une grosse campagne en cours sur la question des violences policières. Cette menace qui pèse sur nous de nous priver de subventions qui est quand même assez hallucinante. Et nous, on est confortés par la réaction que cela a provoquée. Mais tout le monde n'a pas la même force, d'une certaine façon, la même visibilité que la Ligue des droits de l'homme. Et donc, ce qui nous arrive à nous, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce que quand M. Darmanin a eu ses propos sur le contrôle de nos subventions, on s'était dit que, visiblement, le gouvernement était gêné aux entournures, et on s'attendait à ce que Mme Borne finisse par le recadrer. Or, non seulement elle ne l'a pas recadré, mais pire, elle en a rajouté 3 couches, si je puis dire, en osant dire quand même. En osant nous accuser d'ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme radical. Il n'avait franchement aucun rapport. C'est quand même assez hallucinant. Avec la question. Notre histoire est le contraire de ça. Mais nous avons des principes et nous considérons que tout être humain a des droits, fût-il un islamiste, et notamment qu'il a un droit à un procès équitable. Donc, on ne défend pas des islamistes, on défend des principes du droit, quelles que soient les victimes de ces mises en cause des principes du droit. Et ça, visiblement, c'est insupportable. Pourquoi on défend ces principes? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où ils sont mis en cause pour certaines personnes,
et je dirais qui pourrait se justifier, on met le doigt dans un engrenage. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec les lois sur l'état d'urgence. Parce qu'au nom de l'état d'urgence, on met en œuvre des dispositions qui sont contraires à l'état de droit. Admettons que cela se justifie, elles n'étaient pas toutes justifiées, et notamment il y avait des arsenals juridiques qui permettaient déjà d'intervenir. Mais admettons, le problème derrière, c'est que la plupart de ces dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence, tant par rapport au terrorisme que par rapport à l'urgence sanitaire, sont rentrées aujourd'hui dans le droit commun. Et à chaque fois, c'est de la dégradation des droits et des libertés publiques. C'est une dégradation de l'état de droit. Merci à vous deux, grand merci pour toute la précision des informations et la richesse de vos interventions et des informations que vous nous apportez là. Bien sûr, avec vous, on continuera à suivre ce moment crucial quand même, pour le pays, pour l'Europe également, bien sûr, parce que, vous l'avez dit l'un et l'autre, ce sont des questions européennes qui se posent aujourd'hui en France, dans le village d'à côté, j'allais dire. Merci Benoît Biteau, merci. Oui, un petit mot. Un petit mot, moi, quand je parle de ce week-end à Melle et à Sainte-Soline, j'ai toujours une pensée pour les victimes qui sont encore en grande souffrance. Et j'aurais pas l'indécence, alors que je suis élu, de me comporter comme le président de la République qui, quand il parle de ces événements-là, n'a pas un mot en direction des victimes, en direction des familles des victimes. Eh bien, je ne veux pas qu'on se quitte sans avoir une pensée pour les victimes qui sont victimes de ces violences policières à Sainte-Soline. Bien sûr, merci à vous Marie-Christine Vergia, merci à vous Benoît Biteau. On continue à être avec vous, à être ensemble pour parler de toutes ces questions graves du moment. Merci à vous. À bientôt. Un petit aparté final. Merci à l'humanité pour son soutien dans le cadre de ce que la Ligue des droits de l'homme est en train de vivre. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À très bientôt. Au revoir. Merci.